Ben, en fait, l'évolution, je souhaite davantage la nourrir que consciemment ou moins consciemment, veulent avoir l'occasion de se développer, d'apprendre, de contribuer. Il y a personne qui se lève puis qui va au travail en disant aujourd'hui je contribuerai pas puis ça va être parfait. Bienvenue à notre balado Osons la suite qui porte sur l'innovation et la créativité en compagnie d'Isabelle Sénécal et Hugo Cavenaghi. Bonne écoute. Alors, bonjour et bienvenue à cette série de balados Osons la suite, des balados qui sont consacrés à l'innovation et la créativité. On a le plaisir, le grand plaisir, l'honneur d'accueillir aujourd'hui Sophie Brochu. Sophie, bonjour. Bonjour à vous, bonjour aux auditeurs. Ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci. Alors, Sophie Brochu, présidente, directrice générale d'Hydro-Québec, jadis Énergir. Si je te demandais de te présenter, même si c'est pas évident comme exercice, ou alors si jamais je croisais, par exemple, un collègue ou un de tes amis en disant « C'est qui vraiment Sophie ?» Qu'est-ce qu'il me dirait? Ben écoute, comme tu dis, c'est difficile de parler de soi, mais je pense qu'il te dirait ou elle te dirait que ce qui m'habite, mon désir dans la vie, c'est faire quelque chose que j'aime à une place que j'aime avec du monde que j'aime. Que ce soit chez Hydro, que ce soit dans le monde caritatif, que ce soit dans ma vie personnelle, j'ai besoin d'être sur mon X. J'ai besoin de vraiment œuvrer à quelque chose qui va m'aider à devenir une meilleure version de moi-même. OK. Dans ce cas-là, je prends la balle au rebond tout de suite. Tu arrives chez Hydro-Québec, tu n'as pas choisi tes collègues. Comment tu fais pour dealer avec ça? Sachant que, bon, peut-être que ce sont des gestionnaires qui ne correspondent pas forcément à tes visions ou tout simplement tu vas avoir du plaisir, ils sont peut-être pas drôles simplement. Comment on fait pour gérer? Tu sais, on arrive dans une grosse entreprise comme ça, puis il y a une équipe établie, là, on te regarde arriver. Ouais. Comment tu manages ça? Ben, en fait, je pouvais quand même comprendre puis appréhender au sens noble du terme et positif du terme que la mission d'Hydro-Québec calait avec mes valeurs. Hein. Je savais que j'étais pas en train de travailler pour un extracteur de mines à ciel ouvert en Afrique du Sud avec des enfants, là, on s'entend. Alors, le métier me convenait, le secteur me convenait, puis même si je ne connaissais pas intimement les membres de l'équipe de direction, j'en connaissais quelques-uns. Et je savais que de toute façon, quand on travaille pour un service public, que ce soit Énergir, que ce soit le Port de Montréal, que ce soit Hydro-Québec, quand on travaille pour un service public, il faut nécessairement qu'on ait une posture mentale de bien commun et de désir de travailler sur plus grand qu'il soit. Et donc, je savais là qu'il y avait un terreau fertile qui allait nous porter au plan des valeurs. Puis, j'ai pas été surprise de découvrir par ailleurs que ce sont des gens extrêmement fiers, engagés. Et ça a été une découverte mutuelle. Puis, ça a été le bonheur de constater qu'on était très alignés sur ce qu'on voulait faire. On n'est pas consanguins, on vient tous d'horizons différents. On débat vigoureusement, mais intelligemment. Puis, au sortir de ça, nos décisions sont plus éclairées. Qu'est-ce que je vais dire Hydro-Québec on retire de toute la crise entre guillemets de la pandémie? Est-ce que vous retirez des constats en particulier où il y a des opportunités d'affaires ou Ouais, ben je dirais au-delà des opportunités d'affaires, parce que ça on pourrait jaser longtemps, je dirais qu'il y a une opportunité sociale extrêmement importante. Moi je pense qu'on a tous réalisé, peu importe ce que l'on fait dans la vie, puis peu importe nos circonstances, que la proximité a une grande valeur. Ce n'est pas de tourner le dos à une globalisation puis à une ouverture sur le monde que de dire que on a des alliés naturels locaux, régionaux qui sont extrêmement précieux et sur lesquels on peut compter quand il y a des coups durs. Et on a peut-être au cours des dernières années, des dernières décennies, oublié l'importance de ces liens-là, de ce que j'appelle des circuits courts. On parle beaucoup d'économie circulaire, mais de circuits courts. Et donc, les gens ont soif de proximité, ont soif d'être compris rapidement et ont soif, plus que jamais, je pense, en tout cas au Québec, de contribuer à ce qui va faire de notre société un endroit plus résilient. Puis pas résilient comme on a la chenoute d'en face, on ferme les yeux, puis on est capable de continuer d'avancer, mais résilient au sens très intelligent du terme, de dire qu'est-ce qu'on peut construire différemment dans les liens sociaux que l'on a entre nous pour s'assurer que tout le monde est capable de passer au travers d'un coup dur. Puis ça, ben ça tombe dans le métier d'Hydro-Québec nécessairement. Et
Et donc, ça nous donne le grand désir, puis on vient de lancer l'initiative Énergie en commun, où on interpelle les Québécois pour dire qu'est-ce qui vous fait rêver, qu'est-ce que vous aimeriez voir Hydro accomplir avec vous, à vos côtés, et même derrière vous. Alors, ce qu'on a réalisé, c'est que oui, les gens à travers le monde nous identifient comme un grand leader mondial en énergie, mais notre ambition vraiment intime, c'est d'être des catalyseurs de possibles un peu partout où on est implanté. Puis au Québec, ben, c'est dans toutes les communautés du Québec. Donc, est-ce qu'on peut imaginer que la mission est en train de, pas changer, là, mais évoluer? Évoluer, voilà. C'est une évolution, hein. C'est pas... moi, je suis pas tellement dans les transformations et les changements. Je suis dans les évolutions, puis j'aime beaucoup le terme que tu viens d'utiliser, Hugo, parce que c'est exactement ça, la posture mentale qui nous habite. D'ailleurs, tu parles d'évolution, puis ça m'amène... Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup en gestion, c'est vraiment toutes les structures de travail qui se transforment pour aller vers des styles de gestion qui sont beaucoup plus circulaires. Puis je sais que chez Hydro, tu souhaites apporter des changements sur ce plan-là, la façon dont la hiérarchie est organisée ou la façon dont les équipes travaillent ensemble, de ce que j'en comprends. Est-ce que tu peux nous parler davantage de l'évolution que tu souhaites amener chez Hydro? Ben, en fait, l'évolution, je souhaite davantage la nourrir que l'amener. Parce que tous les êtres humains, ultimement, consciemment ou moins consciemment, veulent avoir l'occasion de se développer, d'apprendre, de contribuer. Il y a personne qui se lève puis qui va au travail en disant « Aujourd'hui, je contribuerai pas, puis ça va être parfait. » Auquel cas, je pense pas que ça dure très longtemps, cette histoire. Donc, on marie ça avec, cette réalité-là avec une réalité qui est puissante dans toutes les grandes organisations, mais notamment les grandes productions d'électricité, puis c'est vrai à travers le monde, puis surtout quand elles ont été ou sont encore propriété de l'État. Ce sont des machines au sens noble du terme, et c'est une structure très militaire, très top-down. Et ça vient, ça, avec la nécessité de répondre à la première mission d'Hydro-Québec, c'est d'assurer la fiabilité de l'approvisionnement électrique. Alors, la fiabilité, c'est quelque chose qui peut nous mettre dans une posture mentale de rigueur. À la limite, si tu pousses ça, ça va te mettre dans une posture mentale de rigidité. Parce que pour servir cette fiabilité-là, tu peux vouloir construire, ériger des systèmes, ne pas prendre de risques, être très encarcané, te sentant investi de cette mission-là ultime. Puis en matière d'approvisionnement électrique, c'est vrai. Mais pour tout le reste, c'est pas nécessaire d'être parfait. C'est pas nécessaire d'être 100% fiable tout le temps. D'abord, ça vient avec un coût, puis ça vient aussi avec un épuisement, moral. Donc, tout ce que je fais présentement, c'est d'identifier avec les équipes où est-ce qu'on doit absolument avoir cette mentalité-là de il faut être ici, il faut être parfait, et partout ailleurs, donnons-nous le droit à l'erreur. Parce qu'on va la prendre à garnotte. Puis le droit à l'erreur nous donne le droit à rêver. Et quand on rêve, ben, tout à coup, on se met à innover, on se met à penser à autre chose, on se met à penser en amont, en aval de ce qu'on est en train de construire. Puis tout à coup, on devient un agent de changement plutôt que de subir des évolutions qui nous sont imposées. Alors, c'est très culturel, mais ça vient beaucoup. Moi, mon boulot présentement, Isabelle, c'est de donner le droit à l'erreur. Puis de s'assurer que c'est pas juste de le donner, mais c'est de le faire vivre après. Alors, si les gens savent qu'ils peuvent prendre des risques, ben, tout à coup, on va être beaucoup moins hiérarchisé avec le fait de dire, là, il y a une décision qui a été prise, je la descends en bas, puis c'est pas vrai que je vais prendre un risque dans sa réalisation ou dans son interprétation parce que c'est ça qu'il faut que je fasse. Puis Hydro, c'est une très grande société, là. Tu le dis toi aussi. Il y a une culture existante qui existe depuis longtemps. Quand on est gestionnaire comme toi, comment est-ce qu'on s'assure que la vision, tu parlais du droit à l'erreur, de cette prise de risque est importante à certains endroits, à certains moments. Comment est-ce que tu fais pour qu'elle soit transmise à tous les employés, qu'elle soit portée, cette vision-là, par tous les employés? Hydro-Québec, elle est intrigante de l'extérieur, elle est fascinante de l'intérieur. Il y a là une sommation d'intelligence, d'expertise, de connaissances dans tous les champs. Écoute,
il y a de tout chez Hydro, des météorologues, des anthropologues, des politicologues, des sociologues, des ingénieurs de béton, des ingénieurs d'acier, des ingénieurs de poissons, des ingénieurs de terre, des ingénieurs d'eau, des gens d'informatique, de la recherche. Ils s'investissent 100 millions par année en recherche chez Hydro. Il y a de tout. Alors, il faut rentrer là avec beaucoup d'humilité, réaliser l'ampleur de tout ce qui existe et jaser avec les gens pour que la vision ne soit pas la vision de Sophie Brochu, c'est pas ma vision. Moi, encore une fois, tout ce que je fais, c'est que j'ouvre le champ des possibilités pour que les gens puissent tous ensemble rêver à ce qu'on aimerait devenir collectivement. Puis ça, tranquillement, ça percole, mais c'est pas quelque chose qui se fait en 3 mois, là. Ça prend des années et des années pour arriver à un point du temps donné. Puis chaque équipe de direction arrive avec une volonté de succès, de progrès. Ma vision personnelle, c'est que présentement, les grands progrès d'Hydro-Québec vont se faire. Oui, on a investi en technologie, puis oui, on a investi en productivité, puis oui, on a investi à devenir une meilleure organisation, mais l'évolution de la posture mentale de l'organisation est extrêmement importante. Et quelle est notre intention? Quelle est notre intention stratégique chez Hydro? Et quand tout le monde va être capable de répondre à la même affaire, on va avoir réussi. Travaillez-vous beaucoup, j'imagine, mais au niveau de l'intelligence artificielle chez Hydro, là, tout ce que ça peut apporter au niveau technologique, au niveau... Oui, on travaille beaucoup, mais c'est certain qu'on peut puis qu'on va travailler de plus en plus avec l'intelligence artificielle. Elle nous aide dans tous les raccoins au sens noble du terme de nos opérations. On travaille, je te donne un exemple, pendant la pandémie, on a très, très rapidement dit à tout le monde, écoutez, paniquez pas, là. Il y aura pas parce qu'on était d'hiver, il y aura pas de coupure d'électricité si vous payez pas votre facture électrique. On comprend qu'il y a des gens qui sont dans des circonstances difficiles. Il y a pas personne qui va se voir couper le service électrique. Puis si vous avez des difficultés de paiement, on reprendra ça tranquillement dans le temps, puis on bâtira des cédules de repaiement. Bref, on a voulu être très, très à l'écoute de gens qui vivaient des réalités qui, pour plusieurs, étaient très difficiles. Notre service à la clientèle, qui normalement reçoit les appels, puis ce qu'on appelle la fameuse équipe de recouvrement, bien avant la fin de cette période-là où on se dit, là, tranquillement, les gens vont être capables de commencer à payer, on a commencé à faire ce qu'on appelle de l'outbound. On a appelé nos clients. Et là, on appelait nos clients pas pour leur dire, vous nous devez 350 $, puis c'est en 2 versements, à défaut de quoi on va couper. Pas du tout. On leur a demandé, comment ça va? Êtes-vous bien? Êtes-vous en sécurité? Êtes-vous en santé? Comment vous sentez-vous par rapport à votre consommation électrique? Est-ce qu'on peut vous aider à consommer mieux, moins? Puis, est-ce que vous voyez une certaine lumière sur votre capacité à payer votre facture? Puis, les gens disaient des fois, oui, mais là, je pourrais peut-être vous donner 15 $ par mois, mais pas 60. Puis là, on disait, très bien, on va prendre une entente. Et là, toute la formation de notre équipe était de développer une tonalité empathique. Et on a mesuré par intelligence artificielle l'émotion de nos clients en écoutant les conversations. On était capable de voir qu'au début de la conversation, quand les gens répondent puis qu'on leur dit c'est Hydro-Québec, là les gens sont nerveux puis ils sont inquiets puis là ils pensent qu'on les appelle parce qu'on veut et là au fil de l'appel qui dure peut-être 2, 3, 4 minutes, on suit avec l'intelligence artificielle l'émotion de nos clients. On est capable de voir que l'empathie fait son travail. Fait qu'on est capable de travailler à la fois sur la personne qui rend service pour dire tu vois ici le ton il était parfait là parce que le client à la fin son ton est serein. Alors, c'est un exemple parmi des centaines. C'est chouette, hein? Oui, non, absolument. je pense que l'intelligence artificielle, on peut la regarder du côté négatif ou positif. Moi, j'ai toujours tendance à regarder les choses de manière positive, mais c'est certain que on devrait, et puis là, c'est un exemple concret que tu mentionnes, c'est que la technologie au service de l'humain, au service de l'empathie, au service de la bienveillance, c'est quand même intéressant, alors que souvent on a l'impression que la technologie va déshumaniser les relations, puis là on s'aperçoit que c'est comme le contraire. Je trouve que l'exemple est vraiment pertinent. C'est très chouette, en tout cas moi il me ravit. D'ailleurs, est-ce que toi tu as déjà
un projet de rêve ou que tu souhaiterais faire vivre chez Hydro? Est-ce que tu as un rêve pour Hydro-Québec? Ben, en fait, moi, mon aspiration, elle est simple dans son expression. C'est de raviver au cœur de tous les Québécois et Québécoises, de tous les âges, l'immense fierté qui nous habitait quand on a créé Hydro-Québec. Hydro-Québec, quand on revient à ce qu'on appelle le mythe fondateur, c'était extrêmement puissant. En fait, Hydro-Québec est né, comme d'autres outils que les citoyens québécois se sont donnés, du fait qu'on était insatisfaisant de la société dans laquelle on vivait. On voulait avoir davantage de contrôle sur notre destinée économique. On voulait davantage d'égalité, notamment régionale. Puis à l'époque, le service électrique était entre les mains de plusieurs entreprises privées qui faisaient en sorte que le tarif électrique en Gaspésie, le tarif électrique à Montréal était différent. Et c'était très embêtant, ça, parce que la capacité des régions à attirer des consommateurs, des entreprises, était plombée par le fait que leurs tarifs étaient plus élevés que ceux de la ville. Concours de circonstances, le gouvernement du Québec dit, je vais, ce qu'on a appelé nationaliser l'électricité. Le gouvernement a racheté les entreprises, ils ont créé une entreprise avec notamment l'ambition, puis c'est ce qu'on a encore aujourd'hui, d'avoir les mêmes tarifs électriques tout partout au Québec. Que tu sois en Gaspésie, que tu sois à Gaspésie, que tu sois en Abitibi ou dans le bout de Hall ou dans le fond du bois, tu vas avoir le même tarif électrique. Et puis, au fil du temps, après ça, on a été très ambitieux. On a décidé de construire de grands ouvrages hydroélectriques. On s'est dit, on est capable. Écoute, dans les années 70, il faut se remettre là-dedans, là. Robert Bourassa a annoncé la construction de la baie James. C'était à l'époque la plus grande centrale hydroélectrique souterraine au monde. Et ça l'est encore aujourd'hui. Et c'est né du désir d'être plus autonome au plan énergétique. À l'époque, nos résidences étaient chauffées beaucoup à l'huile à chauffage. On a vécu une première transition énergétique, nous, au début des années 70, fin des années 70. Et donc, cette fierté-là de dire on va développer des systèmes de transport d'électricité qui n'existaient pas encore à travers le monde, des grandes lignes de transmission à haute capacité sur de longues distances. Bref, Hydro-Québec, c'était un symbole d'une grande fierté, puis pour toutes sortes de raisons. Cet aspect-là a été mis comme au second plan. Et puis, on s'est mis à avoir une relation, ce qu'on appelle amour-haine, avec notre grand fournisseur électrique. Puis c'est vrai, ça, sur à peu près tous les territoires. Mais aujourd'hui, ce que je sens, c'est qu'Hydro-Québec a la capacité et la volonté de recréer cette immense fierté-là à l'égard d'Hydro-Québec, alimentée par ce grand plan pour une économie verte. Et c'est pour ça qu'on a lancé Énergie en commun. C'est pour ça que je vous parlais tantôt de catalyseur de possible, parce qu'Hydro-Québec, aujourd'hui, va se mettre non pas devant des citoyens pour dire qui nous aime nous suivre, on est grand, on est fort, on est capable de construire de grandes choses. Et on va les se mettre au cœur des communautés, on va demander à quoi rêvez-vous? Puis que pouvons-nous faire pour vous aider dans votre transition énergétique, dans votre rêve, dans votre mobilité durable, dans le fait de verdir vos installations. Puis l'idée, ça sera pas d'avoir le logo d'Hydro-Québec tout partout, mais ça va être d'aider les êtres humains à assumer puis à assurer leur propre transition énergétique. Et ça, moi, je pense que ça va raviver. Puis la flamme est là, il s'agit juste de souffler un peu dessus. Fait que mon aspiration, c'est que d'ici quelques temps, les gens aient une fierté, pas une admiration, une fierté. Puis aujourd'hui, ça me fait plaisir de vous dire que les derniers sondages qu'on a faits nous disent que 98% de la population se dit satisfaite ou très satisfaite au Québec. On a le terreau fertile pour arriver là. Ce qui n'est pas évident dans le cadre d'un monopole, hein. C'est comme la SAQ, hein. On se dit, c'est jamais, c'est comme tu dis, amour-haine, on aime, mais on n'a pas le choix, donc des fois on dit, on peut même pas se comparer, là, mais je pense que, effectivement, les statistiques sont bien impressionnantes. Vous travaillez toujours, hein, sur le projet qui a été annoncé il y a quelques mois au niveau de l'accompagnement des serres, au niveau de la production locale, tarifs préférentiels. Oui, puis d'ailleurs, on a lancé là un projet d'innovation verte avec des partenaires pour réfléchir justement avec les serristes, avec l'écosystème des serres sur parce qu'on peut quand
quand on est plus ou moins exposé à ça, on dit, bon, il y a une serre, on met de l'électricité, ça chauffe, ça fait de la photosynthèse et de la lumière, on produit des légumes, puis l'affaire est ketchup. Mais c'est plus complexe que ça. Il y a beaucoup d'innovations à apporter à l'écosystème des serristes, ne serait-ce que pour monter en régime, toute la question des nouvelles technologies, de croissance, de production, de récolte et tout. Donc, on va travailler avec cet écosystème-là, puis aussi pour augmenter les mesures d'efficacité et tout ce qui peut se faire autour des serres. On parle de plus en plus de récupération de chaleur de d'autres installations. Aujourd'hui, au Québec, on voit poindre des projets de serres adjacents à des projets industriels ou semi-industriels qui, autrement, auraient laissé s'échapper une chaleur qui va être extrêmement précieuse pour les serristes. Donc, oui, on y croit, on y travaille beaucoup. Et puis, c'est chouette. Depuis notre annonce, là, il y a à peu près 1000 projets de serre là, qui se sont mis en branle et en développement. Comment on fait pour pousser encore davantage tout le côté de la créativité et de l'innovation dans une grosse entreprise comme Hydro-Québec? Quand on parle de grosse entreprise, tout de suite, on pense aux gros bateaux, aux paquebots, qui est difficile à faire bouger. Là. Est-ce qu'il y a des stratégies par rapport à ça? Hydro-Québec, c'est une shop d'innovation, Hugo. OK. Hydro-Québec, dans son code génétique, depuis les tout débuts, n'a cessé d'inventer des affaires qui n'existaient pas. Je me rappelle le moteur roue. Oui, le moteur roue, la ligne de transmission dont je te parlais, la construction du barrage de la baie James, toutes les digues qui ont été faites dans le Saint-Laurent pour permettre l'amener puis la construction des barrages près de Montréal. Aujourd'hui, pour te donner l'exemple, on est en train d'amorcer un programme de réflexion puis d'investissement en maintenance pour en assurer la pérennité. On fait venir des experts de partout à travers le monde. Ça n'existe pas. Ce qu'on a fait n'existe pas ailleurs. Alors, ils ont innové. Il y a 100 millions par année en recherche et développement. La culture d'innovation, du nouveau, de la création des possibles est là. L'innovation, c'est pas juste d'inventer quelque chose qui n'existe pas. C'est de repenser ce qu'on est en train de faire aussi. C'est la capacité de se remettre en question. Donc, ce qu'on peut percevoir comme étant un grand paquebot, peu innovant, au contraire, innove beaucoup. Là, ce qu'il faut, c'est innover dans nos façons de faire. Innover et d'ailleurs, une de mes premières décisions, ça a été de nommer quelqu'un responsable de l'innovation de bout en bout chez Hydro, parce que on faisait l'innovation partout, mais on savait pas quoi, on savait pas où, on n'avait pas de vision intégrée encore. Alors là, il y a quelqu'un qui est responsable de faire ce que j'appelle la cartographie d'innovation d'Hydro-Québec. Mais là, on est en train de pousser la cartographie d'innovation dans l'écosystème avec lequel on interagit. Par exemple, les chaires universitaires. Comme plusieurs grandes organisations, on contribue au financement de certaines chaires universitaires. Savons-nous exactement, dans la chaîne alimentaire de l'innovation de la transition énergétique, par exemple, au Québec, qui étudie / fait des recherches sur quoi? Moi, je rêve que, en matière de transition énergétique, on dise, voici, par exemple, les 5 grands segments de la transition. Il y a de la production, il y a du transport, il y a de la distribution, il y a de la consommation, bon, et tout ça. Et qu'on sache exactement qui au Québec est en train de réfléchir à quoi, qui travaille à quoi, de façon à ce qu'on n'ait pas 3 chaires de recherche qui étudient la même sous-virgule d'un travail de programme d'efficacité énergétique, puis que tout le monde court après les mêmes subventions, alors que les argents sont précieux et qu'on devrait travailler à s'assurer qu'on a des écosystèmes qui sont rattachés de bout en bout. Parce que présentement, au Québec, en matière d'innovation énergétique, on a plusieurs gens qui travaillent sur ce que j'appelle des clusters, puis personne qui travaille sur les liens entre les clusters. Puis là, on peut échapper des viabilités économiques et commerciales, puis on peut échapper des créations de richesses très importantes parce qu'il y a personne qui s'attarde à l'interface. Alors, nous, on va s'attarder à l'interface, on va s'assurer de faire tout ce qu'on peut pour mettre du monde ensemble et de les faire connaître les uns aux autres. On le sent bien parce que moi, j'ai été approché par Simon Racicot-Daigneault, oui. président InnovHtu, puis il me dit il faut qu'on se parle, puis il me dit voilà, j'ai entendu parler de Sainte-Anne, etc. On peut sûrement faire quelque chose ensemble, donc c'est quand même fort. On sent la personne qui veut rentrer dans les écoles, qui veut. Il me dit regardez, j'ai entendu que vous faisiez plein de choses innovantes, on est là pour vous aider, comment on peut vous aider? Je trouvais ça vraiment super. Voilà, voilà. Tu me fais plaisir, là. J'ai des goosebumps, là. J'ai des frissons sur les bras quand tu me dis ça, parce que c'est la vision en action.
Ah ouais, puis là, c'est vraiment... Comment là, peut-on mais... vous aider? C'est la phrase. Quand je te disais, c'est quoi l'intention stratégique? Là? Ouais. Puis je te disais, quand tout le monde va la dire, là, on va avoir réussi. L'intention stratégique, c'est comment peut-on vous aider? Parce qu'au début, je Ouais, dis, c'est ça. qu'est-ce qu'il me veut chercher le rapport? Êtes-vous un parent d'élève? Il dit, non, j'ai entendu parler de votre école, puis vous voulez faire les choses différemment. On est là pour vous aider. Qu'est-ce qu'on peut faire pour travailler ensemble? Là, j'ai parlé qu'on voulait faire des serres, en tout cas, nous, on a 3000 projets. Et il me dit, OK, on va travailler ensemble, puis j'ai trouvé ça vraiment super. Ah, c'est chouette. Je suis contente d'entendre ça. J'étais très, très, très agréablement surpris, surtout que ça venait de nulle part. Donc, non, je trouvais ça super. Puis, on sent aussi la tendance dans l'innovation du souci d'un impact social, d'un souci d'une diversité, de l'équité, de l'inclusion. On sent aussi, tu sais, Sophie, tu parlais vraiment d'empathie, de fierté. On sentait toute l'humanité qu'il y a derrière tes intentions et c'est ce qu'on ressent de plus en plus aussi dans les modèles de gestion, dans toutes les initiatives d'innovation. Moi, j'aimerais prendre quelques minutes pour parler de toi. Tu es une femme, tu es une gestionnaire de haut niveau. Ton parcours, il est exceptionnel. On dirait que tout semble te réussir. Les gens parlent de toi vraiment avec tellement des bons mots, tant sur tes capacités de gestion, tes grandes capacités intellectuelles, ta personnalité, tu sais, vraiment à plusieurs niveaux, parle de toi avec tellement d'éloges. Moi, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton parcours de gestionnaire. Qu'est-ce qui explique ton succès? Puis quel genre de gestionnaire est-ce que tu es? Comment est-ce que tu te qualifies? Pour avoir échangé avec un groupe de femmes récemment sur les parcours, il faut savoir que moi, mon parcours académique a été extraordinairement souffrant. Oh. Moi, j'ai détesté l'école tout du long. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est très intéressant. À part le primaire. Le primaire, pour moi, ça a été très chouette. Moi, je suis une fille ludique. Okay. Je l'étais petite, je le suis encore. J'ai été élevée dans une rue résidentielle sans issue d'une banlieue. Dans la rue chez nous, il y avait beaucoup plus de garçons que de filles. En fait, on était 2 filles, un paquet de gars. Alors nous, on jouait dans la rue, on jouait au hockey, on jouait au baseball. C'était ça ma vie, j'étais heureuse. J'étais toujours dehors, on jouait, on était sur le bord d'un bois, on faisait des camps. Et j'étais très, très, très tôt en interaction avec des garçons. Bon. Et puis, après ça, je suis arrivée au secondaire, c'était un couvent de filles. Ça a été la mort, la tristesse inouïe. Je me suis éteinte. Je suis devenue l'ombre de moi-même. Puis, j'ai fait ça avec beaucoup de tristesse. La raison, puis c'était une très bonne école, le couvent de Lévis. Puis d'ailleurs, j'y retourne avec émotion quand j'y vais. Mais le fait d'être toutes dans le même moule, toutes des filles, il y avait vraiment pas de diversité, j'avais plus de stimuli. Et le modèle qu'on me présentait était un modèle qui n'était pas le mien. Ce qui fait que mes notes scolaires étaient très, très moyennes. Et j'ai vite compris que le système académique tel qu'il existait était un système qui identifiait ta capacité à être heureux dans la vie avec une note. Et que l'objectif consistait à faire de toi quelqu'un qui voulait avoir la meilleure note possible. Et d'aventure d'avoir la meilleure note de ta classe ou la meilleure note de ton école. Et que toute la vie, quand tu continues puis tu t'avances là-dedans, on est préprogrammé à être le meilleur ou la meilleure. Ce qui fait que quand on arrive, bon, ça a été après ça très difficile tout du long, là. Quand on arrive sur le marché du travail, on a l'impression que c'est ça aussi, que pour gagner, il va falloir être le meilleur ou la meilleure. Et moi, j'ai jamais été la meilleure. J'avais jamais les meilleures notes. Fait qu'il a fallu que je me trouve une autre façon d'identifier mon plaisir. Alors, je me suis dit que la seule chose que je pouvais faire, c'est d'être unique. Et de partir de... Là, aujourd'hui, je l'articule comme ça, là. C'était pas aussi articulé que ça, mais dans le fond, j'ai toujours travaillé en me disant, ben ça, c'est mon kit. C'est ce que je peux faire. Ça, c'est ma zone de talent. Les autres talents, je les ai pas. Alors, tu dis que je suis une gestionnaire de haut niveau. Je ne suis pas une gestionnaire de haut niveau. Je suis une gestionnaire qui s'entoure
de gens beaucoup plus forts que moi. Et c'est ça le secret que j'aurais voulu avoir tôt dans ma vie et que je dis à tout le monde, s'entourer de gens plus forts que soi, c'est la clé du succès, c'est la clé du bonheur. Puis pour s'entourer de gens plus forts que soi, faut que tu te connaisses, faut que tu connaisses c'est quoi tes zones de talent, tes zones de grandeur, de misère. Puis là, ce que tu n'as pas, c'est de t'entourer de gens qui l'ont. Et contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus facile qu'on pense de trouver des gens plus forts que soi. Beaucoup plus facile. Le fameux... Et ça, c'est un bonheur immense. Et c'est ce qui m'a porté. Alors quand on dit t'as du succès, les gens, c'est que moi, je suis restée dans ma zone de bonheur, qui est la création, qui est la zone d'interaction humaine dans la pensée. Moi, mon trip, Isabelle, c'est de rêver en équipe puis de se dire ensemble, ah, OK, on s'en va sur la Lune. OK, on va mettre un drapeau sur la Lune. Et après ça, je me tasse puis je laisse les équipes travailler parce que j'ai aucune espèce d'idée. Comment on fait pour se rendre sur la Lune? Comment on fait pour construire une fusée? Mais il y a des gens qui sont bons là-dedans. Alors, et donc, j'ai un immense respect pour ce qu'on appelle les opérateurs. Je n'en suis pas une, mais je sais que j'ai besoin de puissants opérateurs autour de moi parce que je ne saurais pas comment faire. La force du casting, hein. Mais c'est pas facile non plus de s'entourer de bonnes personnes. Et puis là, justement, là, on va vraiment briller dans notre domaine de compétences à nous, qui est l'école. Là. Malheureusement, on l'entend trop souvent. Et puis on a fait quand même pas mal d'interviews. Et tu savais le nombre de personnes qui nous ont dit qu'est-ce que j'ai pas été heureux à l'école. Et c'est un petit peu c'est le rêve qu'on partage ici à Sainte-Anne, en tout cas qu'on pousse, on veut réinventer l'école, ni plus ni moins. C'est la raison pour laquelle nous aussi on avait un rêve il y a 2-3 ans de bâtir un nouveau projet éducatif avec une nouvelle école. On a dit go, on est capable. Puis là, le bâtiment est en train de sortir de terre. Un bâtiment qui va correspondre au projet éducatif et pas le contraire. Alors pour revenir à toi, tu as une baguette magique et tu viens réinventer l'école. Qu'est-ce que tu fais comme type d'école? Ce que je constate depuis plusieurs années, on amène... Écoutez, c'est pas compliqué, là. Quelqu'un est en secondaire 3, là. Il n'a pas encore le droit de prendre une bière. Il n'a pas encore le droit de mettre les pieds dans un bar. Il n'a pas le droit de construire. Il n'a pas le droit de conduire une voiture. Puis en secondaire 3, il faut presque qu'il décide ou qu'elle décide ce qu'elle va faire dans la vie avec un choix de cursus scolaire. C'est fou frais, cette histoire. Alors, on embarque vite, là, sur un tapis roulant. Tellement. Et on dit, à cette heure, le cours. Puis plus on avance dans le cursus scolaire, plus on a l'impression que la spécialisation puis la surspécialisation est la voie du salut. Et ce dont on manque cruellement aujourd'hui dans nos sociétés, cruellement, là, c'est de gens qui sont capables de faire des liens. C'est clair. Et on a, puis c'est correct, c'est à un moment donné au Québec, on manquait de gens, ce qu'on appelle en sciences dures, là. Mais là, on a sous-évalué ce qu'on appelle les sciences molles, les sciences humaines. Alors moi, ce que je résume, c'est que ça prend des gens qui sont capables de construire des ponts entre deux rives. Là. Ça prend ça. Puis c'est magnifique. Mais les gens capables de construire des ponts entre des communautés, entre des individus, entre des parties prenantes, c'est tout aussi important. Et moi, je rêve d'une école qui, tôt, fait réfléchir des jeunes enfants, des ados, des jeunes adultes sur des problématiques. Et quand on arrive, par exemple, à l'université, mais qu'on prenne une problématique et qu'on dise, on va faire une maîtrise autour de cette problématique-là, et là, on va mettre 15 spécialités autour. Puis on va réfléchir tous ensemble à cette problématique-là pour résoudre un enjeu très spécifique. Alors, plutôt que de réfléchir à l'enjeu, par exemple, énergétique d'un point de vue ingénierie, ou d'un point de vue économique, ou d'un point de vue réglementaire, ou social, ou environnemental, tu mets les 15 autour. Et plus ce muscle-là de la réflexion par problématique, par enjeu, que par développement de compétences spécifiques, plus l'apprentissage de manière différente. C'est correct d'apprendre une matière, il faut que tu l'apprennes, mais après ça, comment peux-tu la faire vivre, cette matière-là, dans la vraie vie?
Et c'est ça. Alors voilà, c'est moi, moi, je sais que j'aurais aimé vivre dans une école comme ça. Je souris parce que je vois Isabelle en face de moi. Je pense que tu as paraphrasé notre projet éducatif où justement, exactement, il n'y a plus d'enseignement spécifique de matière. On enseigne pratiquement tout en inter ou en transdisciplinarité. Il y a beaucoup de cours bravo. qui sont axés sur le projet. C'est justement attaquer le projet par différentes matières. On axe beaucoup sur le développement des compétences qu'on appelle globales, la collaboration, la créativité, l'esprit critique. On est dans une société, puis on le voit actuellement, la technologie, il va falloir avoir un esprit critique. Donc, non. Puis la capacité de débattre, c'est que la capacité de débattre, d'avoir des conversations, puis pour avoir une conversation, il faut écouter. Et s'écouter longtemps. Et de se dire que la différence des idées puis des points de vue, c'est beau cette affaire-là. Là. Et que les perspectives, il y a des perspectives multiples auxquelles je n'ai jamais été exposée et auxquelles je ne pourrai jamais penser. Et si je m'expose pas quand je vais prendre une décision, ben je vais prendre la mauvaise décision. J'ai été témoin de conversation. En fait, j'ai été témoin d'un message un peu similaire dans un autre contexte de podcast, mais il y a des jeunes, par exemple, qui se promènent avec des pailles en métal ou des pailles en bambou parce que le plastique tue les poissons. OK? Est-ce que tu manges du poisson? Silence. Et là, la personne se dit, OK, mais je mange des poissons, mais je prends des pailles pour pas tuer le poisson. Alors, si ton objectif, c'est de ne pas tuer le poisson, tu ne pas manger du poisson. Hein? Si ton objectif, c'est de gérer les bassins de poissons, tu comprends? Mais juste ça, cet échange-là, écoute, ça a chamboulé cette personne-là de 24 années, là. Absolument. On essaye beaucoup, puis on le dit beaucoup de notre côté. On a l'impression que les jeunes ne trouvent plus de sens à l'école. Puis on t'en parlait tout à l'heure au niveau de l'organisation également, de donner un sens à ce qu'on fait. Et malheureusement, maintenant qu'il y a quand même pas mal de connaissances qui sont à bout de doigts, faire venir des enfants à l'école pour leur apprendre des choses qui peuvent accéder à leur téléphone. On voit il y a une démotivation de plus en plus grande, puis c'est pas juste au Québec, là, c'est mondial. Là. Donc c'est de donner du sens aux apprentissages, leur expliquer pourquoi on fait ça, leur expliquer le contexte, c'est un petit peu ce vers quoi on s'en va. Puis je pense que ça rejoint un peu ce que tu disais au début de l'entrevue. Je t'écoutais parler pendant les 5 dernières minutes, puis je passais par une gamme d'émotions parce que ça m'a beaucoup touchée quand tu as parlé de ton parcours. Parce que tu avais des résultats moyens, tu as vraiment appris à t'entourer de gens meilleurs que toi ou plus expérimentés que toi. C'était vraiment touchant. Puis en même temps, ta vision de l'école qui nous rejoint absolument, en tout cas qui me rejoint absolument, de liens, de contexte. Tout ça, c'est bourré d'intelligence émotionnelle. Maintenant, j'aimerais t'amener sur le thème de la confiance parce que quand même, pour s'entourer de personnes fortes, meilleures que soi, ça prend toute une confiance. Puis toi, ce que tu dégages, c'est une grande confiance, une grande humanité, mais une grande, grande confiance. Puis je pense que je parle pour Hugo aussi. Dans le projet de cette future école, il y a tous les éléments que tu as nommés, mais il y a aussi le développement de cette confiance-là chez les jeunes. Est-ce que tu sais, elle te vient d'où, cette confiance-là? Est-ce que tu sais comment elle s'est développée? Avec le recul, oui. Je vous dirais que le mot le plus important, ma confiance en soi, c'est pas confiance. C'est soi. On investit très peu à la connaissance de soi. Si on ne se connaît pas, on peut pas avoir confiance en nous. Si on n'a pas confiance en nous, les gens autour de nous ne peuvent pas avoir confiance en nous. Je pense qu'on sous-investit tout au long de notre vie le temps d'introspection et de compréhension de qui on est. On travaille beaucoup à ce qui paraît, à l'acquisition de connaissances. Puis le parallèle que je fais, Isabelle, c'est celui d'un grand arbre. Alors, au fur et à mesure de notre vie, on avance et on travaille à acquérir des expériences, des connaissances,
des titres académiques. Et tout ça est visible. C'est la partie visible de l'arbre. Et on devient un arbre magnifique avec des branches extraordinaires, puis on se développe, puis on est MBA, puis on est CA, puis on ajoute des lettres au bout de notre nom. Puis ça, tout le monde le voit, puis c'est quelque chose qui est très, très précieux. Mais il faudrait absolument investir autant d'énergie à la connaissance de soi. Mener une introspection de manière régulière. Et pour moi, ça, c'est le fait de planter tes racines creux dans le sol. Plus tu te connais, plus ton système racinaire est ancré, plus tu sais qui tu es, qui va faire en sorte que quand le vent va prendre dans la forêt, tes branches vont bouger, mais il n'y a pas un vent qui va te toucher. Et combien de fois on voit des personnes avec des expériences, des titres, tout ça, puis à un moment donné, ils se font coucher à terre par un événement. Pourquoi? Parce que ils ont été pris de court sur le plus fondamental, sur c'est quoi mon système de valeurs. Parce que comme être humain, comme dirigeant, comme n'importe quoi, partie d'une équipe, ce qui va te faire réagir spontanément dans une circonstance donnée, prendre une décision, puis ça va être le prisme à travers lequel les gens vont te regarder, c'est quel système de valeurs qui t'habite. Puis si tu connais pas ton système de valeurs, ben à un moment donné, tu vas être pris dans une circonstance, tu vas prendre une décision qui va flotter un peu parce que tu sais pas trop c'est quoi. Alors, il faut réfléchir à notre étoile polaire. Puis combien de fois on marche dans une grande forêt, on voit des arbres magnifiques après une tempête, ils sont couchés à terre, puis tu regardes les racines, c'est comme une petite motte. Tu te dis, mais ça n'a pas de bon sens. Comment cet arbre-là faisait pour tenir? Ben, c'est la même affaire. Alors, si tu te connais, si tu fais de l'introspection, si tu dis ça ici, ça, c'est mes valeurs fondamentales, c'est mon étoile polaire. Il y en a 3 ou 4 en général. Ça va me guider. Puis toutes mes décisions vont passer à travers ce prisme-là. Ben, plus tu es solide quand tu prends une décision, plus les gens comprennent, puis il faut les nommer, ces valeurs. Mais pour nommer les valeurs, il faut que tu les connaisses. Bref, quand les gens disent « t'as confiance en toi », j'ai pas confiance en moi, je me connais. Puis je sais que je vais prendre des décisions qui sont alignées sur mes convictions. Après ça, les gens peuvent ou ne pas aimer mes décisions, mais je sais pourquoi je les ai prises. Et ça, pour moi, confiance en soi, le mot important, c'est soi. C'est complètement occulté. On peut développer ça à l'école, selon toi? Oui, absolument. Il faut. Il faut. Puis moi, j'encourage tout le monde à faire ça le plus tôt possible. Ouais. Puis quand on y pense, là, notre système de valeurs, il va prendre des teintes puis des nuances avec le temps en fonction des expériences qu'on va vivre, mais il y a des réflexions qui vont se forger très tôt. Adolescent, tu les connais, tes valeurs. Adolescent, tu les connais. En fait, pas tu les connais, elles sont là. Elles t'habitent. Tu vas les enrichir, tu vas les développer. Puis c'est tellement important. C'est tellement important parce que quand les gens disent « j'ai pas confiance en cette personne-là », au fond, là, remarquez bien ce en quoi ils n'ont pas confiance. C'est qu'ils ont l'impression que cette personne-là prend des décisions erratiques. Il manque de cohérence, manque de constance, Alors, des fois, tu vas prendre une décision qui va être difficile, mais tu vas être capable, en fonction de tes valeurs, d'expliquer pourquoi c'est une décision difficile pour toi, mais qu'elle est tout de même nécessaire. Mais si t'es pas capable d'expliquer qu'elle est difficile pour toi parce qu'elle est sur la frange de tes valeurs, les gens ont l'impression que... Et quand tu y penses, c'est souvent ça. La confiance en soi, c'est d'être aussi exposé à la diversité. Puis plus on est exposé à la différence, plus on comprend que la différence existe, plus on comprend qu'il y a le droit à l'erreur. Puis moi, c'est une affaire que j'ai faite comme gestionnaire, c'est de revendiquer le droit à l'erreur. De revendiquer le droit, quand j'ai été nommée chez Énergie comme présidente, j'ai dit à mon conseil d'administration, écoutez, vous me nommez, bon, très bien, puis bien souvent, je vais être certaine avec l'équipe de direction où est-ce qu'on s'en va, je vais vous le présenter, je vais dire voici où est-ce qu'on s'en va, puis mais il y a bien des fois où je vais arriver puis je vais vous dire, ici, là, c'est gris, puis j'ai besoin de vous autres, puis je le sais pas trop. Si vous prenez les pétoches parce que vous vous dites, mon Dieu, on a nommé une présidente qui sait pas où s'en va, puis que pour vous autres, c'est bien épeurant, on va être malheureux. Mais quand tu revendiques le droit à l'erreur, le droit au doute, le doute, c'est une belle affaire, ben tout à coup, les gens se disent, je peux influencer, puis moi aussi, puis pas besoin de parfait. Lâchons la perfection, lâchons le désir d'être le numéro 1,
lâchons, excusez-moi, là, le modèle du mâle alpha qui pisse loin, qui pisse debout puis qui sait où ce qui s'en va, là. Puis soyons habités de ce joli doute sur certains contours de nos vies professionnelles qui font s'allumer des lumières puis trouver des façons de faire qui n'existaient pas hier. Puis quand on me demande qu'est-ce que ça a changé, la venue des femmes dans le monde des affaires, les femmes sont pas meilleures que les hommes, mais moi, ce que je vois, je constate, puis je trouve ça extrêmement beau, c'est que le fait qu'on ait valorisé la diversité de genre, qu'on ait valorisé la diversité de perspectives, ben tout à coup, il n'y a plus une seule pensée masculine. La pensée masculine, la pensée des hommes, elle a toujours été différente, mais elle ne s'exprime pas. Là, aujourd'hui, il y a des tonalités, il y a des variations, il y a des doutes. Les hommes eux-mêmes deviennent beaucoup plus confortables d'exprimer des nuances parce que la nuance est valorisée par l'amener de diversité. Alors, c'est toute la différence entre une table de consanguins et une table de gens différents. Moi, j'ai découvert que tu avais fait du théâtre et que tu avais même été admise au conservatoire. Est-ce que c'est véridique? Oui. En fait, moi, j'ai fait les deux conservatoires. J'ai fait le conservatoire de musique pendant mon secondaire, puis j'ai fait le conservatoire d'art dramatique 1 an entre le cégep puis l'université. Ouais. Comment est-ce que ton parcours artistique influence la personne, la gestionnaire que tu es aujourd'hui? Ben, j'ai un certain parcours. Moi, je me qualifie pas d'artiste, puis c'est pour ça que j'ai quitté le conservatoire, parce que j'ai réalisé que ce que j'aimais, c'était être entourée d'artistes et que je n'étais pas, moi, une artiste. Que j'apprécie, moi, beaucoup, beaucoup la créativité et l'expression de cette créativité-là. Donc, la créativité, pour moi, ça revient à l'aspect ludique de ma vie d'enfant. La créativité, pour moi, c'est justement de créer quelque chose qui n'existait pas, puis d'en faire une réalité qui va être le plus enthousiasmante possible pour le plus grand nombre de gens possible. Mon parcours d'artiste, alors que je n'étais pas une artiste, a certainement mis en lumière la beauté de la sensibilité. Et moi, quelqu'un de sensible, c'est une expression d'intelligence. Et la sensibilité fait en sorte que quelqu'un va voir, tu sais, en anglais, on dit to see around the corner. Et see around the corner. Les gens sensibles ont des tentacules, ont des jugements. Puis je m'entoure de gens, tu sais, des fois, il faut prendre une décision vite, difficile, costaude. Il y a des gens vers qui je me tourne spontanément, je vais dire, qu'est-ce que t'en penses? Ils vont me donner quelque chose. Et je sais que ça, c'est informé non seulement de leurs compétences, mais de leur sensibilité. Et là, je me dis, OK, ça, c'est un jugement qui est riche pour moi. Dans cette école qui serait la vôtre, imaginons que l'école dont vous nous avez parlé plus tôt, ce serait quoi votre rôle que vous aimeriez jouer? Ah, bien, en fait, ce serait le rôle que je joue dans quelques écoles de manière régulière. Je suis invitée dans la dernière année là, à m'exprimer. Puis, le rôle que je voudrais jouer, ce serait le rôle où je tourne la table et c'est moi qui les écoute. Mon rôle serait le rôle, ce serait de les écouter. Parlez-moi. Parlez-moi de ce qui est important pour vous. Et je pense que si davantage d'adultes étaient connectés par écoute à ce que vivent nos jeunes, on construirait des parcours scolaires et des parcours de vie qui leur permettraient d'accéder plus rapidement à ce qu'ils définissent comme étant leur bonheur. Et là, je vous parle de primaire, je vous parle de secondaire, je vous parle d'université. Je pense qu'il faut... D'ailleurs, quand j'ai quitté Énergir pour m'en aller en sabbatique, ma sabbatique devait durer 2 ans. Je devais enseigner dans une université à Montréal puis étudier à Paris. Puis je voulais faire ça parce que j'ai tellement manqué mon parcours académique que je voulais me retremper dans cet univers puis je voulais côtoyer des jeunes. C'est ça que je voulais faire. Fait que mon rôle, ça serait d'écouter. Ben, tu es bien la bienvenue à la grande famille Sainte-Anne. Absolument. Sophie, un énorme merci. Je sais que tu as un horaire bien occupé. Un énorme merci pour le temps que tu nous as consacré. Et si je peux me permettre un dernier commentaire, je nous souhaite au Québec beaucoup de Sophie Brochu à la tête de nos organisations. Un énorme merci et au plaisir de se recroiser.
Merci beaucoup. Isabelle, Hugo, merci de l'invitation. Merci pour vos bons mots. Et puis, je sais que vous travaillez dans un mode innovant depuis des années, que vous réfléchissez ce qu'on appelle en dehors de la boîte, mais que vous ne le faites pas de manière désincarnée, vous le faites pour les jeunes. Et pour ça, moi, je vous remercie. Je vais vous regarder aller d'un regard très, très bienveillant. Et si vous voulez bien, j'irai vous voir lorsque votre belle maison sera construite. Avec grand plaisir. Bon vent, bonne route et à la prochaine. Merci. Au revoir, merci. Bonne journée.